Bonsoir, chers tous. L'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde. Bienvenue dans votre émission L'Agora. Nous sommes à l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans notre plateau un philosophe, mais surtout un ami de la sagesse, à savoir M. Fall, directeur de l'ERECA, mais aussi un philosophe. M. Fall, bonsoir. Bonsoir, Mr. Mbaye. Très heureux de vous accueillir à ERECA. Merci beaucoup, M. Fall. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir ici dans cette émission phare, l'Agora. Qui dit l'Agora dit la belle rencontre. Qui dit l'Agora dit la pensée. Mais qui dit aussi l'Agora dit aussi la rencontre pratiquement des intellectuels, autrement dit la rencontre aussi des philosophes, si je peux m'exprimer ainsi. Raison pour laquelle nous sommes aussi vraiment honorés de vous recevoir aujourd'hui dans cette belle émission, dans ce premier numéro, à savoir vous, M. Fall, en tant que philosophe, mais aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, en tant que aussi ami de la sagesse. Vous savez, on a l'habitude de faire pratiquement à l'entame des examens de la classe de terminale avec la philosophie. Vous avez, vous, l'habitude, les professeurs de philo, d'organiser des conférences philosophiques à travers des écoles, à travers dans des centres. Cette fois-ci, vu le contexte actuel avec la pandémie, nous avons constaté que pratiquement, ce n'est pas plus réalisable. Donc, à cet effet, l'équipe de Kaolack Info s'est déplacée auprès de vous quand même pour enregistrer cette belle émission, à savoir l'Agora. Vos premières impressions par rapport quand même à cela, le philosophe. Merci beaucoup. Je dois dire que l'honneur est surtout partagé. Vous me faites vous aussi un très grand honneur de venir, un très grand honneur de venir discuter avec moi, partager avec moi sur la réflexion philosophique. D'autant plus que cette émission est, si je comprends bien, la première. Et donc, c'est tout un honneur pour moi d'animer en premier lieu, disons, cette rencontre. Alors, je dois aussi dire que vous avez bien choisi le nom de votre émission, parce que je me rends compte que vous avez parlé d'Agora. Qui dit Agora dit forcément philosophie, puisque la philosophie elle-même, elle est née à l'Agora. Les premiers à avoir fait des spéculations philosophiques l'ont fait justement dans ce temple, dans cette tribune qui était l'Agora. Donc, vous voyez très bien que quand vous me parlez d'Agora, je suis déjà en plein dans mon milieu naturel. Autre chose que je dois également ajouter, c'est que cette émission vient dans son heure. Parce que, comme vous l'avez si bien dit dans votre propos de tout à l'heure, nous sommes à quelques encablures du bac. Le bac, normalement, va avoir lieu quasiment dans moins de 45 jours. Et donc, nous sommes déjà en phase de révision. Nous sommes en phase, disons, de rémédiation pour aborder les derniers points qui semblent obscurs dans le programme. Donc, vous avez donné là une excellente occasion à nos apprenants de pouvoir avoir les derniers éclaircissements par rapport au programme qui a été le leur pendant toute cette année. Et c'est d'autant plus d'actualité que, justement, nous avons été rattrapés par l'actualité. Il y a eu le contexte du coronavirus, nous y sommes encore, qui a fait qu'on n'a pas pu, comme on le faisait d'antan, organiser des conférences philosophiques. Alors, il n'y a pas eu de conférence philosophique, eh bien, nous allons faire une conférence à l'Agora. Voilà. C'est un plaisir quand même, vous nous parlez pratiquement, nous allons faire une conférence philosophique. Je pense que c'est une belle chose pour nos internautes qui nous sont actuellement sur Kaolack Info. Donc voilà, monsieur le philosophe, bien monsieur Fall, bien monsieur le directeur, monsieur Fall. Voilà, on parle de philosophie aujourd'hui, de cette belle matière, mais aussi une matière très complexe pour certains. Monsieur Fall, quand je vous pose la question, d'où vient la philosophie? Alors, quand vous me posez la question d'où vient la philosophie, comprenez que vous êtes déjà en plein dans la philosophie. Parce que la philosophie a justement cette particularité. Elle est cette discipline, comme on a l'habitude de le dire, qui se pense et pense aux autres domaines de l'existence et du savoir. Vous savez que le mathématicien, quand il vient, il déroule son cours de mathématiques. L'historien qui vous parle de la Seconde Guerre mondiale, il ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que l'histoire, il déroule l'histoire. Les géographes, ils relatent également si je puis m'exprimer ainsi, des faits géographiques. Mais le philosophe, lui, il aborde toutes ces questions,
Mais avant de les aborder, il a tendance à porter la réflexion sur la philosophie elle-même. Et entre autres questions qu'il commence par se poser, il y a justement la question que vous me posez tout à l'heure, celle-là même de savoir d'où vient la philosophie. Et comme toute question philosophique, cette interrogation donne lieu à des réponses profondément divergentes. D'aucuns considèrent que la philosophie serait née en Afrique. On voit cette thèse notamment avec Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité, berceau également de la réflexion philosophique. D'autres considèrent qu'elle aurait une origine orientale, notamment les civilisations indo-chinoises seraient les premières à procéder à des spéculations philosophiques. Mais la thèse la plus défendue est celle-là même que l'on résume par cette maxime, la philosophie parle grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire simplement que la philosophie serait née précisément aux environs de 600 avant Jésus-Christ, ou en Asie mineure, précisément en Grèce, où on remarque les premières formes d'écrits philosophiques. Parce que ça aussi, il faut le dire, on ne peut pas philosopher uniquement sur la base de spéculations théoriques, c'est vrai. Même en Afrique, concernant de l'oralité, on sait très bien qu'il y avait d'éminents penseurs comme Kouchou Barma. Mais les premiers textes à caractère à obédience philosophique, nous les avons reçus, nous les avons trouvés effectivement en Grèce. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui accrédite l'idée selon laquelle la philosophie aurait pour véritable père fondateur d'abord les présocratiques, des penseurs comme Thalès, comme Héraclite, comme Parménide, Anaxagore, Anaximandre et j'en passe, mais surtout avec des penseurs comme Socrate. Évidemment, qui parle de Socrate parlera forcément de Platon, sans lesquels Socrate n'aurait jamais été connu. Alors, il faut donc considérer qu'une telle conception est sans aucun doute la conception la plus répandue, la conception la plus unanimement partagée, conception selon laquelle donc la philosophie serait née aux environs de 600 avant Jésus-Christ en Grèce. Maintenant, le pourquoi, il y a de nombreuses raisons. Une raison que j'ai avancée tout à l'heure, les premiers textes philosophiques qui ont été découverts remontent justement à cet univers. Une autre raison, c'est que chez les Grecs, il y avait justement, disons, l'avènement d'une tribune qu'on appelle l'agora. L'agora, votre émission, qui est une tribune où les gens pouvaient venir s'exprimer librement sur tous les thèmes d'actualité, sur des thèmes à caractère politique, à caractère social, mais surtout sur des thèmes à connotation religieuse. Parce qu'il faut quand même se rappeler que, antérieurement à la philosophie, on avait un monde dans lequel il y avait une pensée unique à orientation religieuse. Les dieux, en quelque sorte, monopolisaient, n'est-ce pas, le débat, et eux seuls servaient de principe explicatif à tout ce qui advenait. Par exemple, quand il y avait la tempête, il était interdit à l'époque de devoir réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'une tempête. Il en était de même concernant la mort, concernant, disons, les phénomènes sociaux. Mais avec l'Agora, on a eu cet espace qui a permis à des hommes de pouvoir venir discuter sur des thèmes divers et donc de pouvoir véritablement faire des spéculations à caractère intellectuel qui vont aboutir à l'avènement de celui-là même qu'on considère comme le véritable père de la philosophie, à savoir Socrate, puisqu'il va donner à cette activité et une méthode et un instrument, à savoir la réflexion, la raison grâce à laquelle la philosophie est réellement apparue. Vous avez parlé d'origine avec surtout la rencontre avec l'arrogance, surtout des religieux. On a tendance à voir, quand vous êtes philosophe, on a tendance à vous considérer comme athée. Et même vous avez parlé de religieux. Donc la philosophie aussi a des sources quand même religieuses sur ce point-là. Oui, vous savez, le rapport entre la philosophie et la religion, c'est un rapport, j'allais dire, extrêmement complexe. Dans son sens premier, la philosophie n'est pas la religion n'est pas la philosophie. Pour une raison toute simple. C'est que la philosophie elle-même est inséparable de l'activité intellectuelle. On sait très bien que philosopher, c'est en tant que tel raisonner. Le philosophe n'admet de vérité que celle-là même qui est issue de la réflexion. Une vérité non rationnelle n'est jamais une vérité philosophique. Or, dans la religion, c'est vrai, la raison intervient. Mais la raison n'est pas le critère de validité d'une vérité religieuse. Et même bien souvent, la vérité religieuse outrepasse, n'est-ce pas, la démarche intellectuelle. Donc dans la religion, il est d'abord fondamentalement question de croyance, question de foi. Le religieux, c'est celui qui n'admet une vérité que si celle-ci est d'abord et avant tout basée sur la croyance de l'individu, parce que la vérité religieuse, on le sait très bien avec des penseurs comme Saint Augustin, n'est pas une vérité qui est en tant que telle démontrable. Et les faits d'ailleurs le prouvent. Quand par exemple dans la religion, on parle de l'Immaculée Conception, on parle de la résurrection après la mort,
Ce sont autant de phénomènes que la raison ne parvient pas véritablement à se représenter, mais sont également autant de phénomènes qu'on ne parvient pas réellement à démontrer ou à prouver. Alors qu'en philosophie, au contraire, pour qu'une connaissance puisse être avérée, pour qu'une connaissance puisse être acceptée, il faut au préalable qu'elle soit issue d'un raisonnement cohérent. Il faut que cela puisse être démontré par l'usage de la raison. Donc vous voyez bien que ce compagnonnage risque d'être extrêmement difficile et c'est pourquoi d'ailleurs certains ont considéré que le développement de la philosophie, d'une certaine façon, s'est fait au détriment de la religion. Mais quand on entre dans le fond, on est obligé quand même de reconnaître que, en réalité, philosophie et religion sont plutôt des disciplines complémentaires. Parce que justement, elles sont différentes. Le philosophe, il s'arme de la raison. Le religieux, il recourt fondamentalement à la croyance. Mais pour autant, tout ce qui est philosophique n'est pas rationnel et tout ce qui est religieux n'est pas dogmatique. Dans la religion, c'est vrai, il y a la croyance, mais intervient aussi la raison. En philosophie également, il y a des vérités qui outrepassent la raison et comme telles, ce sont des vérités qui d'une certaine façon nous interpellent en tant que croyants et nous permettent véritablement, disons, de pouvoir philosopher. Et c'est pour dire simplement que le philosophe a d'une certaine façon du religieux et le religieux également d'une certaine façon a du philosophique. On peut dire que ces deux disciplines marchent la main dans la main. On pourrait d'ailleurs, disons, l'illustrer à travers de nombreux penseurs qui ont su établir un lien étroit entre la croyance et la raison qui constitue, j'allais même un peu pasticher ici, le pape Jean-Paul II quand il dit que foi et raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la connaissance. Puisque le rationnel, quand il tombe dans l'impasse, fait appel à la croyance pour pouvoir se déployer. On le voit notamment avec Kant, on le voit notamment avec Leibniz, on le voit même d'une certaine façon avec un penseur comme Saint-Augustin. Mais également dans la pratique religieuse, on admet véritablement de croyants que celui-là même qui, après avoir fait montre de foi, ou même avant avoir fait montre de foi, se doit également de déployer une activité intellectuelle pour comprendre l'intelligibilité des dogmes, comprendre sa croyance et pour pouvoir bien vivre sa foi. Et là, on a un excellent texte de Souleymane Bachir Diagne qui le prouve parfaitement. Bachir va même jusqu'à dire que le religieux musulman qui ne philosophe pas n'est pas digne d'être considéré réellement comme musulman. Et heureusement, on a d'éminentes personnalités musulmanes qui ont manifesté, disons, leur attachement à Dieu à travers d'éminentes réflexions philosophiques, à travers, disons, seulement une approche intellectuelle de leur propre religion. C'est pour dire en un mot que, en réalité, foi et raison, loin d'être opposées, sont au contraire complémentaires. C'est une belle réponse pour les internautes qui nous suivent, mais aussi pour aussi les élèves en classe d'examen aussi quand même, qui nous suivent à travers Kaolack Info. La philosophie en tant que telle, une pratique, une discipline ou bien une activité? Monsieur Fall, quand je vous dis qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'allez-vous me répondre? Alors là, mon cher ami, j'ai comme l'impression que vous m'avez posé une question colle. Hein? C'est une question à laquelle je cherche des réponses et que je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que bien avant moi, d'autres y avaient pensé, ils n'ont pas trouvé de réponse. L'humble personnage que je suis essaie, il n'en trouve pas. Et bien après moi aussi, on n'en trouvera sûrement pas. Alors, il faut savoir que c'est lié à la nature même de la réflexion philosophique. Elle est une discipline qui se veut elle-même indéfinissable. Mais, pour autant, il est possible de trouver au moins quelques éléments fédérateurs de cette discipline. Et la démarche qui nous permet d'y parvenir, c'est de partir de son étymologie. La philosophie, le concept philosophie, a une étymologie. Laquelle étymologie? Philos, qui veut dire amour, sophos, qui veut dire sagesse. En termes simples, la philosophie, elle est quoi? Définition incontournable, amour de la sagesse. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la philosophie, elle est bien amour de la sagesse. Mais à quel niveau intervient le hiatus, l'opposition? C'est au niveau même du contenu qu'il faut donner à l'amour, mais surtout du contenu qu'il faut donner à la notion de sagesse. L'amour, on sait que c'est l'expression d'un manque, une attirance vers. Voyez-vous, la sagesse maintenant, son sens premier, c'est incontestablement la connaissance. Maintenant, quand on dit connaissance, connaissance de quoi? Connaissance de tout. Descartes le dit parfaitement. Qu'est-ce que la philosophie? Il dit une quête illimitée du savoir. Le philosophe, c'est celui qui cherche la totalité du savoir dans la mesure du possible. Mais quand on dit que le philosophe cherche la totalité du savoir, ça veut donc dire forcément que la philosophie va opérer un glissement hors du champ théorique. Parce que le savoir ne se limite pas seulement au domaine du théorique, mais porte aussi et surtout sur le domaine du pratique.
Et c'est pourquoi, en réalité, on va retrouver la philosophie partout. Dans le domaine de la morale, fondamentalement, dans le domaine de l'activité politique, la philosophie intervient. En un mot, la philosophie intervient dans tous les segments de la société. Donc, elle est plus qu'une théorie, elle est aussi une pratique. Et entre les deux, il faut savoir qu'il y a un rapport synthétique. Il ne faut pas penser comme certains que la philosophie, elle est théorique et que pour d'autres, la philosophie, elle est pratique. Non, c'est qu'il y a un glissement du caractère théorique vers le caractère en tant que tel pratique de la philosophie. Et les Grecs le résumaient très bien en disant que la philosophie, elle est deux choses. Elle est sophia d'abord, c'est-à-dire tentative de connaissance, et ça on le voit notamment à travers ses pères fondateurs, puisque des penseurs comme Socrate, quand il disait par exemple que mon art est celui qui rend capable de discerner si l'esprit du jeune homme enfant une faussette ou une chimère ou un fruit réel est vrai, il veut montrer par là que l'activité à laquelle il se rive n'est qu'une activité théorique de connaissance. Maintenant, si la philosophie elle est bien cela, elle est sophia, force également de dire que elle est aussi phronésis. Et qu'est-ce qu'on entend par phronésis? On peut utiliser le savoir philosophique à des fins politiques, à des fins morales, à des fins religieuses. Et celui qui l'a particulièrement synthétisé, c'est incontestablement Descartes. Qu'est-ce qu'il dit? Le philosophe n'est pas seulement celui qui a la tête bien pleine, il est aussi celui qui a la tête bien faite. Il est celui qui parvient à expliquer les phénomènes, mais il est aussi et surtout celui qui parvient à bien utiliser les connaissances afin de bien s'implanter, afin de bien s'intégrer à sa société, afin de bien vivre avec son semblable, afin seulement de bien penser sa vie et de bien vivre sa pensée. Donc on peut dire en résumé que la philosophie, elle est à la fois cela, elle est théorique, c'est-à-dire une démarche de connaissance, mais elle est également, au-delà de la spéculation, une activité pratique par laquelle l'individu parvient à bien vivre. Elle est aussi ce qu'on appelle un modus vivendi, un moyen pour bien vivre. Bien servi sur ce domaine-là par rapport à la réponse concernant pratiquement pas à laquelle... Exigence que la définition elle-même permet en tant que telle, disons, de cerner, c'est que si la philosophie est une quête de connaissance par l'usage de la raison, il va de soi que pour être philosophe, il faut s'engager dans une activité intellectuelle. Il faut se questionner, il faut réfléchir, il faut raisonner. Et on pourrait même, avec Aristote et avec Platon, considérer que l'étonnement est la condition sine qua non de la réflexion philosophique. Donc un philosophe, c'est d'abord un individu qui fait preuve, j'allais dire, de maturité intellectuelle, qui réfléchit, qui se questionne et qui cherche à trouver des réponses à ces questions. Donc première exigence philosophique de taille, il y a l'exigence de rationalité. La philosophie est inséparable avec l'usage de la raison. Un philosophe s'étonne, un philosophe se questionne. La philosophie est née précisément d'une pensée inquiète. Autre exigence philosophique, il y a l'obligation, disons, de procéder de façon critique. La philosophie se veut une discipline fondamentalement, pour emprunter une expression de Karl Jaspers, antidogmatique. La philosophie n'est pas la religion, elle n'est pas la croyance, elle n'est pas en quelque sorte le mythe, elle n'est pas, j'allais dire, la pensée spontanée. La philosophie requiert un certain niveau intellectuel. La philosophie requiert une certaine curiosité, mais surtout un esprit critique. Philosopher, c'est fondamentalement douter. Un individu qui reçoit tout comme allant de soi est considéré comme un naïf, considéré comme un dogmatique. Il ne peut pas être considéré comme un philosophe. Donc, l'esprit critique est, j'allais dire, disons, l'exigence fondamentale, cardinale de la philosophie. Et Descartes l'avait si bien dit. Lui qui faisait du doute la première condition pour philosopher. Et si on prend également un penseur comme Nietzsche, il le confirme. Qu'est-ce que dit Nietzsche? Nietzsche dit clairement, les critiques sont les outils du philosophe. Et il en faut beaucoup pour qu'il sache lui-même philosopher. Fin de citation. Donc vous voyez bien que la critique, elle est philosophique. Le philosophe n'est pas le naïf. Mais attention aussi, si le philosophe n'est pas le naïf, le philosophe n'est pas fondamentalement également ce qu'on appelle le sceptique. C'est-à-dire quelqu'un qui doute tout le temps n'est pas non plus philosophe. Quelqu'un qui accepte tout le temps n'est pas non plus philosophe. La philosophie est à mi-chemin entre le nihilisme et l'acceptation spontanée. Le philosophe, c'est l'individu qui doute pour connaître. Il a ce qu'on appelle l'esprit critique et non pas l'esprit de critique. Il fait de la déconstruction, construction, pour prendre le schéma cartésien, de la métaphore du bâtiment. Il n'est pas simplement l'individu qui détruit pour le plaisir de détruire. Autre exigence fondamentale de la réflexion philosophique, enfin, c'est l'exigence de modestie. Le philosophe doit être un individu modeste. Celui qui sait qu'il sait, n'est pas un philosophe. Et celui-là, c'est qui? Évidemment, c'est Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de philosopher parce qu'il a le savoir, il est omniscient,
il n'a pas besoin de rechercher ce qu'il possède déjà. Celui-là également, qui considère qu'il a déjà le savoir, en ignorant qu'il ne possède pas cette connaissance-là. On va le considérer comment? On va le considérer comme le vulgaire. C'est celui qui croit qu'il sait. Et celui qui croit qu'il sait ne philosophe point parce que justement, il croit détenir déjà ce qu'il pourrait aller rechercher. Et comme il croit déjà le détenir, il ne recherchera pas non plus le savoir. Qu'est-ce que donc être philosophe? Être philosophe, c'est se comporter à l'image de Socrate, dont le maître mot était quoi? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il considère qu'il ne sait pas. Et c'est parce qu'il a pris conscience qu'il ne sait pas qu'il va être animé du désir d'aller rechercher, parce que vous le savez mieux que moi, c'est le désir qui crée l'envie. C'est le désir qui crée l'amour. Et comme il sait qu'il ne sait pas, il va avoir le désir de connaissance, et c'est ce désir-là qui va l'obliger maintenant à aller à la découverte de la vérité. Et Kant le dit très bien de la raison pure. Qu'est-ce que dit Kant? Je cite: la conscience de mon ignorance, au lieu de mettre fin à mes recherches, est la vraie cause qui les provoque. Donc si quelqu'un veut réellement être philosophe, il se doit d'être modeste, et de cette modestie-là, il va s'engager dans la réflexion en se posant des questions, en cultivant également un esprit de curiosité, d'inquiétude, d'étonnement, et ainsi il va pouvoir découvrir en fin de compte la vérité, ce qui constitue l'âme même de la réflexion philosophique. Donc le philosophe n'est pas forcément quelqu'un qui prétend détenir toutes les questions ou bien toutes les réponses. Du tout, le philosophe n'est pas celui-là même qui prétend savoir. Je rappelle que le père de la philosophie, Socrate, et Socrate lui-même, qu'est-ce qu'il disait à l'endroit de ses interlocuteurs? Quand il interdisait aux jeunes qui le fréquentaient, n'est-ce pas, d'aller vers les sophistes, parce que cela même prétendait avoir la connaissance, Socrate en même temps le disait: ceux-là sont des marchands d'illusions. Ils ne vous donnent pas le savoir, mais moi, Socrate, je ne peux pas non plus vous donner la connaissance. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur dire par là que si vous voulez être philosophe, apprenez vous-même à réfléchir afin de découvrir une vérité qui se veut personnelle. Et Kant le disait très bien, on apprend à philosopher que par l'exercice et par l'usage que chacun fait lui-même de sa propre raison. Donc celui-là qui pense déjà avoir la connaissance, celui-là n'est plus philosophe, celui-là ne peut être que Dieu qui lui détient effectivement la connaissance, ou bien celui-là même qui est atteint de la plus terrible de toutes les maladies, à savoir l'ignorance inconsciente. Puisque Socrate nous dit au contraire, soyez des ignorants, mais soyez des ignorants conscients de leur ignorance. Et cette conscience-là qui va nous obliger au quotidien à nous remettre en question, à remettre en question les choses et à nous engager dans la découverte de la vérité. Merci encore, M. Fall, et merci à nos chers internautes qui nous suivent à travers Kaolack Info. Je pense que l'émission tire à sa fin, mais nous n'allons pas terminer sans pour autant poser l'utilité de la philosophie d'aujourd'hui face à la science, M. Fall. Alors, il faut dire que le débat philosophe et science est un débat actuel, puisque la science est la forme de connaissance caractéristique de la modernité. Quand on parle aujourd'hui du monde moderne, et je pense que d'ailleurs le cadre dans lequel nous sommes actuellement en est la preuve. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes à l'ère des autoroutes de l'information, nous sommes à l'ère de l'explosion frénétique des sciences et des techniques. Quelle est alors la place de la philosophie dans ce monde? Il faut dire que d'abord la philosophie est une discipline qui aujourd'hui et plus que jamais garde son importance. Souvent, la critique qui est formulée à l'endroit des philosophes, le reproche qu'on leur fait, c'est que vous, les philosophes, vous n'avez rien créé. Vous n'avez rien produit. Alors, il faut savoir que la philosophie, elle est amour de la sagesse. Et à ce titre, elle n'a pas pour prétention de créer quoi que ce soit. Donc, dire que le monde a évolué parce qu'on a des créations scientifiques et technologiques en particulier, et que donc la philosophie, elle serait inutile, c'est lui faire un mauvais procès. C'est lui demander de faire ce qui n'est pas de son ressort. Donc la philosophie garde sa valeur, garde son importance, parce que le débat au sujet des valeurs reste un débat de plus en plus actuel. Je disais il n'y a pas trop longtemps dans une émission quelque part que nous sommes confrontés aujourd'hui à une pandémie. Le corona est là. Souvent on a reproché à la philosophie d'être une discipline inutile parce qu'il y avait d'autres savoirs qui étaient plus efficaces que la philosophie. Mais avec justement le coronavirus, on a la preuve manifeste que la solution à nos maux ne vient pas du savoir scientifique et technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, la science et la technique nous ont davantage permis de prendre en charge cette pandémie que la philosophie? Loin s'en faut, il faut reconnaître que
ce que la philosophie a proposé, la science et la technique ne l'ont pas réellement posé. Au moins les philosophes ont eu le mérite aujourd'hui, et par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, de poser le débat sur d'abord l'importance de ce qu'on appelle d'une certaine façon le civisme pour faire face à cette pandémie. Par exemple, on sait très bien, et tout le monde en parle, il faut respecter les normes de sécurité, respecter, disons, la distanciation sociale, respecter les gestes barrières. Mais qu'est-ce qui nous invite à adopter ce genre de comportement-là? C'est un esprit philosophique qui nous incite à cultiver d'une certaine façon le civisme. Se pose également la problématique par rapport à la mort. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, aux États-Unis, première puissance mondiale, première puissance technologique, militaire et autres, qu'on voit ces cadavres que l'on entasse comme, disons, des sardines dans un pot, il y a quand même problème. Cela doit nous amener en quelque sorte à réfléchir aujourd'hui sur ce qu'est la place de l'humain dans le monde. Et c'est pourquoi des débats portant sur aujourd'hui la tolérance, portant sur aujourd'hui l'esprit de solidarité, des débats sur le sens et l'importance de l'humain que posent des philosophes constituent aujourd'hui des débats d'actualité. Et c'est clair que cette pandémie nous a apporté la preuve que la solution, une fois de plus, à nos maux ne peut pas passer réellement par la science et par la technique. Pour autant, on a besoin également de la science et de la technique. Bachir l'avait très bien dit il n'y a pas trop longtemps. L'humanité ne vaincra du coronavirus que par sa science, mais aussi par sa raison. Et quand on dit la raison, ça montre aujourd'hui à quel point nous avons encore besoin de repenser et de repenser, entre autres, la science afin de faire face, disons, aux périls et aux dangers qui guettent l'humanité. C'est pour dire en un mot que la philosophie, aujourd'hui plus que jamais, a sa raison d'être. A sa raison d'être, pas parce qu'elle doit être la seule connaissance qui mérite d'être promue, mais parce qu'elle doit s'associer avec ces autres formes de connaissances-là. Et de cette alliance, n'est-ce pas, l'humanité parviendra, disons, à régler tous les problèmes, à relever tous les défis qui se poser à elle. Et c'est pourquoi, justement, l'affirmation de Rabelais, aujourd'hui plus que jamais, reste d'actualité. Science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Et quand on dit science sans conscience n'est que l'une de l'âme, on entend par là une conscience philosophique, une conscience morale qui nous permettra de mieux vivre notre modernité et de mieux faire face aux multiples défis qui se posent à l'homme moderne. Une très belle réponse pratiquement par rapport à surtout à cette pandémie. Le philosophe, vraiment, nous sommes vraiment très honorés et encore une fois très contents quand même de vous recevoir sur ce premier numéro et j'espère bien que ça ne sera pas la dernière. Donc, chers internautes, c'était M. Fall, mais avant de partir, je vais vous donner quand même votre dernier mot et quand même votre message à l'endroit quand même aux chers internautes, mais surtout aux candidats quand même qui doivent quand même faire le baccalauréat d'ici quelques temps. Merci beaucoup, M. Mbaye. Juste vous remercier et vous exprimer également, une fois de plus, l'honneur et le plaisir que vous me faites également de vous recevoir ici et vous dire que vous êtes chez vous. Et c'est sûr que je serai à votre disposition tant que vous aurez besoin de moi. Le message que je voudrais vous lancer également à vous et à votre équipe, c'est en quelque sorte un message d'encouragement. Parce que quand vous prenez le temps de venir discuter, débattre avec moi, c'est que vous avez compris à quel point le savoir il est important. Vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre argumentation, de votre argumentaire, mais également vous avez compris à quel point c'est avec tout que l'on fera un monde. Nous avons besoin d'un esprit philosophique, autant qu'on a besoin d'un esprit religieux, autant qu'on a besoin d'un esprit scientifique, parce que c'est la constellation des connaissances et le syncrétisme des savoirs qui permettra véritablement de régler tous les problèmes de l'humanité. Enfin, lancer un ultime message à mes chers élèves et à tous les élèves du Sénégal, parce que votre plateforme est une plateforme accessible à tous. Hein? Alors, lancer un élève donc à tous les élèves du Sénégal et leur dire, c'est le moment ou jamais. Travailler, encore travailler, toujours travailler, beaucoup travailler. Et quand vous serez fatigué, travaillez encore. C'est-à-dire que nous sommes à quelques encablures du bac, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Continuez le travail, faites vos révisions, questionnez-vous au maximum, travaillez et Inch'Allah, suivra ensuite la réussite. Voilà les quelques mots que je voulais énoncer pour vous dire merci. Merci beaucoup. C'était les propos du philosophe M. Fall dans cette première numéro quand même de l'Agora. Vraiment, chers internautes, nous vous remercions aussi vraiment de nous avoir vraiment tendu
oreilles et yeux pratiquement pour suivre quand même cette belle émission, mais aussi quand même pour suivre aussi cette belle leçon ou bien cours, aurais-je même dit. Encore une fois, merci et à la prochaine fois.